fait très plaisir. Ah, Il n'y a pas de consultation. j'ai venu extra-important. Oh, Ah oui, d'où de Besançon. Besançon. J'ai pris le train, je suis arrivé à 15h30 à C'est merveilleux. Voilà. Merveilleux. J'ai fait ton éloge. C'est gentil. J'ai fait ton éloge notamment à Rosine, champion. Mais tu... Je connais pas cette société. Tu es membre de cette société? Oh, La société Vous allez des présenter la société des poètes? Oui, on la présentera très succinctement. D'accord. Parce que c'est une des plus belles sociétés de France. Elle existe depuis 1902. Elle a été créée par Sylvie Prudhomme, par José Maria de la Rivière et Léon Diaz pour l'anniversaire de Victor Hugo. Et depuis, c'est une société qui a eu la chance de voir passer à peu près tout ce que la poésie française, la grande poésie française peut représenter. Et ça continue, on continue à faire dans ce local des expositions peinture, sculpture. Vous avez une exposition symboliste aujourd'hui, des conférences, des signatures de livres, des soirées musicales, des soirées poétiques. On a notre revue, je vais vous en donner par exemplaire, si vous voulez. Oui, ça c'est le dernier numéro, il vient de paraître. Ah, ceux qui en veulent, vous les demandez. Donc on fait des éditions aussi. Vous êtes éditeur, c'est ça? Oui, on édite de la poésie. D'accord. C'est plein de choses, on organise des concours de poésie, poésie jeunesse, poésie littéraire. Oui, on n'arrête pas, on fait plein de choses. Et moi j'occupe beaucoup des conférences et puis des expositions de peinture, sculpture. En raison d'une par mois, des fois deux, parce que des fois, on est tellement sollicité, enfin, surtout. Disons que je ne sais pas, c'est en 2022 pour les expositions. 2022, mi-2022, j'ai pas de place. Alors, on fait des compromis, on fait des expositions en une semaine. Il y a des gens, ça les intéresse. Mais c'est pas plus mal parce que finalement, 15 jours, c'est un peu long. Et puis, le temps fort, c'est généralement le vernissage. Après, ça stagne un peu. Comme il y a des gens, une semaine, ça va faire. Donc voilà, on fait plein de choses. Tout à l'heure, le président est là. Il dit deux, trois mots avant qu'on présente Michel. Après, ça sera la fin. Je crois qu'on peut commencer. La pendule est de toute façon définitivement. Bienvenue à la Société des poètes français. C'est un lieu de culture, de rencontre, d'amitié, où les arts se partagent la plus belle place, avec la poésie évidemment présente. D'ailleurs, les artistes qui exposent ici, je l'ai dit lors du vernissage d'Hélène Morel, ici présente, qui peut se lever. Voilà, c'est l'auteur de ces beaux tableaux inspirés par les cathédrales. Quand un artiste décide d'exposer au poète français, il décide de lui donner une hauteur qui est autre que celle d'un lieu ordinaire, je dirais, d'une galerie commerciale. Les poètes français, c'est un lieu, bien sûr, parlant pour l'artiste qui veut faire un lien avec la poésie. Et donc nous sommes heureux d'ouvrir aujourd'hui nos locaux à Michel Dancel. Habituellement, puisque nous avons des éditions, nous donnons la priorité aux auteurs qui ont publié aux éditions Les Poètes Français, mais il nous arrive de faire une exception pour des auteurs de grande qualité. Et donc c'est une façon aussi d'élargir notre public et de faire connaître les poètes français au passage. C'est une très grande association de poètes en France, la plus ancienne d'utilité publique et qui maintenant est représentée en bien des lieux puisque nous avons 45 délégations en plein développement, c'est beaucoup de travail. Nous avons une revue qui s'appelle l'Agora, trimestrielle, à laquelle on peut s'abonner même si on n'est pas membre des poètes français. Mais si vous êtes ami des poètes, vous avez le droit aussi de demander à devenir sociétaire des poètes français. La porte ne vous est pas fermée. Voilà, alors je vous dis merci d'être là présent autour de Michel Dancel. C'est un grand monsieur pour qui nous avons beaucoup d'admiration.
et que j'ai eu l'occasion de rencontrer en maintes reprises. J'ai notamment eu l'avantage de découvrir le pervers alpha, que je vous recommande. C'est pas du tout, hein, mais nous sommes cités dans son livre, donc c'est un honneur. Ça a participé aussi à faciliter sa dédicace en nos locaux. Bon après-midi, je vais laisser la parole à Michel Dancel qui a organisé cette séance de dédicace. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation relativement succincte de Michel. Et puis après, il y aura le petit mot de Jean-Pierre Béchu, un collaborateur de Michel et un ami, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a subi une intervention chirurgicale et il lui est difficile de se déplacer actuellement. Donc Michel Dancel, le grandiose de l'excentrisme. Indéniablement, le plaisir est réel. Attendez, avant que je continue, je vais vous demander aussi à tous de bien vouloir fermer votre portable. Parce que je viens d'entendre sonner un et c'est lui qui m'avait fait la recommandation en plus. Ah oui, c'est le... Oui, bon, ça passe. Donc je recommence. Michel Dancel, le grandiose de l'excentrisme. Indéniablement, le plaisir est réel d'accueillir pour la seconde fois au siège de notre vénérable Société des poètes français le bouillonnant et déroutant homme de lettres Michel Dancel. Auteur intrigant, insolite et des plus surprenants, traitant avec le plus grand sérieux et haute dérision les sujets les plus inattendus. Michel Dancel est le type même de l'érudit provocateur, déstabilisant, où nous oscillons sans cesse entre la connaissance, la désacralisation et la remise en question. Sa devise pourrait être « savoir être sérieux sans jamais se prendre au sérieux ». Sous le couvert de l'humour, je pourrais dire que Michel Dancel est une sorte de perturbateur endocrinien qui s'ignore, ou plutôt, plus précisément, qui veut s'ignorer. Lui, je réitère mon ressenti, c'est un grand bonheur d'accueillir Michel Dancel, et c'est également une grande inconnue, car l'auteur peut très bien nous entraîner sur son galion toute voile dehors, mais sans gouvernail. La destination et l'accostage peuvent donc demeurer les plus incertains. Michel Dancel est un esprit des plus curieux, ouvert sur le monde et par goût personnel, plus particulièrement sur les zones d'ombre, où la résonance du diapason est donnée, car d'emblée, notre ami entra avec fracas en littérature et en poésie, en soutenant sa thèse de doctorat en Sorbonne sur Tristan Corbière, poète du XIXe siècle, insaisissable, inclassable, totalement marginalisé par son physique ingrat, son caractère et sa maladie osseuse, et bien controversé par ses pairs, aussi maudits que lui-même, même Paul Verlaine, auteur de l'ouvrage Les poètes maudits, formulait quelques doutes à son sujet. Oui, il est évident que la poésie fut toujours partie de l'ADN de Michel Dancel, car nous lui devons, chez Larousse, un bon nombre d'ouvrages de référence, et à ce propos, Jean-Pierre Béchu en révélera quelques-uns dans sa communication. À titre personnel, je me souviens d'un ouvrage à 4 mains, Michel Dancel, Jean-Pierre Béchu, en hommage au poète et éminent chirurgien Pierre Ossénat, œuvre des plus sérieuses et des plus croustillantes. Pierre Ossénat, à ce titre, était un poète plutôt rassurant, poète classique, puisque grand chirurgien, lignée aristocratique, ex-président de la Société des poètes français, et oui, nous l'avons eu comme président, mais cependant oscillant entre le dévoyé et le conventionnel. L'intrigue, le fugace, le bizarre, le sulfureux sont l'énergie et le carburant de notre ami Michel Dancel. Les cimetières de Paris aux 1000 énigmes, les secrets de Paris, le Paris des cimetières, ici l'excentricité et le langage vernaculaire, commun, le détonnant et de rigueur, la dérision et courtisane.
Michel Dancel, c'est plus de 50 ouvrages publiés chez les plus grands éditeurs, Segers, Larousse, Robert Laffont, Fayard, etc. Par naissance, son enfance en Bourgogne et Champagne, Michel Dancel avait déjà tous les ingrédients dans son berceau pour caresser tous les profils de l'épicurien et du rabelaisien, avide de la vie de tous les sens du terme et de l'amour. Cupidon est aussi venu l'aiguillonner, car le jeune homme ici présent est le père fondateur de l'Académie de poésie érotique que nous connaissons tous fort bien, mais qui est un peu en sommeil actuellement, car les acteurs principaux dont nous sommes doivent faire face à d'autres engagements au service des arts et des lettres. Toutefois, pour les curieux, il vous sera possible de consulter le cycle Érotidien. Néanmoins, pour ceux qui développeraient quelques inquiétudes, je vais vous rassurer un peu en vous disant que Michel Dancel est le directeur de l'Académie Balzac. Ça rassure un peu. Restons dans les académies et je vais vous donner la plus inattendue, l'Académie internationale des rats, dont Michel Dancel est le fondateur pour le plus grand plaisir des ratophiles, car il a édité sur le sujet 3 ouvrages qui font référence dans ce petit monde singulier. Alors, ne venez pas dire à Michel Dancel que vous êtes un inconditionnel de la dératisation parisienne. Il pourrait vite vous démontrer le contraire et vous faire l'apologie de l'indéniable utilité du rat aux multiples fonctions de notre société excitée, où le rat n'est pas forcément celui que nous croyons. Ce soir est une rencontre d'exception dont nous avons le privilège autour d'un auteur hors norme, décapant, que tout passionne, que tout préoccupe au plus haut point. Personnage multidimensionnel, aux yeux à facettes et qui porte un regard révolté devant le naufrage de notre société qui agonise sous la pandémie de l'artifice numérique et formaté, de l'insipide, de l'inodore et de l'incolore. Une société stérilisée par la pensée unique, mais l'acte de la poésie, comme l'engagement des poètes, font partie de ses fondements. Michel Dancel est un rebelle, un partisan, un franc-tireur au service de la juste cause, un détracteur du crétinisme ambiant et de certains de ses dirigeants, un militant contre l'abrutissement collectif, le retour aux religieux et son obscurantisme, fanatisé et au moralisateur, réducteur et bien-pensant, glorifiant. Pour le présent, il est grand temps que je cède la parole à Jean-Pierre Béchu avant que n'intervienne notre maître de séance qui va vous faire découvrir 3 ouvrages d'un fou littéraire grandiose et inattendu. Grandiose comme l'excentrique qui se doit de l'être. Alors ce ne sera pas Jean-Pierre Béchu, bien sûr, qui fera la présentation, la deuxième présentation de l'ouvrage, mais ce sera Eliane Hurtado. Présentation de Michel Dancel par Jean-Pierre Béchu. C'est en qualité de présentateur que Michel Dancel est aujourd'hui parmi nous, puisqu'il va nous faire découvrir un fou littéraire grandiose et inattendu. Ce n'est pas la première fois que nous l'invitons, car il est poète. Michel Dancel a le culte de la poésie. Celui-ci est sa sève nourricière. Elle définit sa sensibilité, inspire son regard sur les hommes et sur le monde. Ses premières œuvres furent 3 recueils de poèmes, publiés chez Guy Chambellan. Sans amarre en 1964, Côte de Maille en 1965 et Lendemain sans encolure 1972. Recueils qui firent l'objet d'une réédition augmentée, tirée La Marelle Bleue et publiée en 2007. Outre ces poèmes, Michel Dancel a écrit des études sur des poètes parus aux éditions Larousse. Victor Hugo, Théophile Gautier, Paul Verlaine, Jules Lafort, René Guicadou et Christian Corbière. Ce dernier poète, tellement inclassable et atypique, draine toute l'admiration de Michel Dancel, qui a fondé l'Association des Amis de Tristan Corbière. L'œuvre de ce dernier n'est d'ailleurs pas sans croiser celle de Michel Dancel par sa singularité, son goût pour la provocation et sa marginalité. Marginalité? Ce dernier mot est cardinal puisque Michel Dancel trouve
un indicible plaisir à gambader dans la marge, car, comme il le soutient, l'essentiel se lit toujours dans la marge et non dans la page. Michel d'Ancel s'impose en effet comme un explorateur de l'insolite et de tout ce qui, d'ordinaire, ne suscite pas l'attraction de la plupart de ses contemporains. Il est par exemple reconnu comme le meilleur spécialiste des cimetières, auquel il a consacré plusieurs ouvrages, notamment Les lieux de culte du Père-Lachaise, au Père-Lachaise, prix de l'humour noir en 1974, Les cimetières de Paris, prix des bouquinistes 2002. Explorateur de l'insolite, Michel d'Ancel s'est aussi fait connaître comme explorateur des dédales ténébreux de la vie psychique, que ses études magistrales sur le sergent Bertrand, Albin Michel 1991, nécrophile notoire qui défraya la chronique judiciaire au XIXe siècle. Il a aussi lancé le concept de fou à mi-temps, développé dans son ouvrage Les fous à mi-temps, édition du Rocher 1998. Il s'est fait particulièrement remarquer grâce à son essai monumental sur les excentriques, publié chez Robert Laffont en 2012. Adepte, nous l'avons bien compris, de l'extraordinaire et du décalé, il emprunte volontiers les chemins buissonniers de la provocation. N'est-il pas, par exemple, le porte-parole des rats, dont il assure la défense avec pertinence et humour? En 1975, il a fondé l'Académie internationale du rat, académie dont le rayonnement a attiré des éminences grises au Muséum d'histoire naturelle ou à la faculté de médecine, sans omettre de hautes personnalités comme Louise Bunel ou Charlie Chaplin. 3 livres, Nos frères les rats, Mémoire d'un rat des Halles et Le rat, notre frère des ténèbres, constituent aujourd'hui la Bible de tout ratophile et l'orgueil de toute bonne ratothèque. Le temps nous manque pour évoquer l'abondance et la fécondité de l'œuvre de Michel d'Ancel, riche d'essais littéraires, historiques, sociologiques, philosophiques ou médicaux. Il n'a délaissé aucun domaine du savoir et a exploité tous les genres, poésie, essais, romans. En 1981, il a d'ailleurs obtenu le prestigieux prix du Quai des Orfèvres pour son roman policier De la part de Barbara, chez Fayard. Citons, pour finir, ses 2 dernières œuvres, Paris secret, chez Robert Laffont, en 2017, et Le Paris des curieux, chez Larousse, en 2018. Michel d'Ancel, auquel nous allons maintenant donner la parole, est le président du jury de la journée du manuscrit, qui s'impose chaque année comme un événement majeur de la vie littéraire. Voilà. Finalement, c'est à moi. Maintenant, c'est pas fini. Nous te laissons la parole. Alors, chers amis, avant de commencer les hostilités sur le sujet baroque inattendu, il me faut vous remercier très chaleureusement d'être venu sur l'embarcadère pour assister à cet appareillage. En tout premier, mes remerciements vont vers l'équipage de la Société des poètes français, dont je ne suis qu'un boucanier, qu'un pirate, si vous voulez, qu'un flibustier de la littérature. Un grand merci à Jean-Michel Dorge, qui est le président de cette noble compagnie. Vous l'avez entendu en tout premier tout à l'heure, en guise de prolégomène. Et je tiens à saluer haut et fort Michel Bénard, qui est le responsable et le représentant de toutes les expositions et de toutes les manifestations qui se déroulent dans ce lieu, et il est accompagné évidemment dans cette tâche de sa dulce et tendre égérie Eliane Furtado, artiste peintre.
qu'il me soit permis aussi d'avoir une pensée toute particulière pour Jean-Pierre Béchu, mon présentateur. Jean-Pierre Béchu qui est un pèlerin de la poésie et qui est, comme nous l'avons dit, retenu à Melun pour des raisons médicales. Jean-Pierre Béchu est un homme de qualité. Jean-Pierre Béchu est poète, écrivain, érudit, orientaliste. Mais malheureusement, il se profile d'une façon un peu falote derrière d'autres poètes et d'autres écrivains qui sont mis en exergue davantage par les médias. Mais M. Slan, nous aurons peut-être tout à l'heure à l'occasion du pot d'amitié d'évoquer ce problème, ce décalage qu'il y a entre les têtes d'affiche qui se présentent sur le plateau de télévision, mais pas tous, hein, pas tous. Il ne faut pas être dogmatique, il y a des gens très très bien, mais je veux dire que malheureusement, un érudit comme Béchu passe à la trappe. Alors, pardonnez-moi de ne pas citer toutes les personnes dans la salle qui mériteraient d'être mises en exergue. Toutefois, je tiens à saluer tout particulièrement le professeur Philippe Imbert. Alors, le professeur Philippe Imbert, qui vient de Besançon plus spécialement, est une pointure de la vie médicale française. Et il fut l'une des poutres maîtresses, entre autres, de l'hôpital de Besançon. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous nous sommes connus. Clinicien de grande valeur, homme d'une humanité contagieuse, le professeur Philippe Imbert est également écrivain. Et tout à l'heure, au moment de choquer le verre, vous pourrez le soumettre à la question, je l'espère. C'est un homme très ouvert sur les autres, c'est un homme plein d'humanité et d'une réelle simplicité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors, petit codicile, le professeur Imbert, vous savez, il y a deux grandes familles de médecins. Il y a ceux qui travaillent pour la médecine et ceux qui travaillent pour la santé. Alors, le professeur Imbert milite pour la santé. Je ne dis pas que lorsque l'on travaille dans le miel, on ne se lèche pas les doigts. Mais s'il y a la médecine à bâbord, il y a quand même à tribord la santé. Et tribord, pourquoi pas. Alors, ces quelques mots en guise de prolégomène, et je ne peux évidemment pas les achever sans citer la présence de la chanteuse lyrique Catherine Bonny. Catherine Bonny qui est ici, Catherine qui se produit dans les plus grandes salles de Paris et du monde, notamment à New York et dans de nombreuses autres villes de la planète, et même ailleurs, et même au-delà. Alors, une petite précision s'impose. Catherine Bonny met toutes ses forces vives au service des autistes. Et tout à l'heure, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, Catherine Bonny. Pierre Champion, ici présent, auteur, compositeur, interprète, chantre de la forêt, de la nature, artiste de belle réputation, se trouve également
parmi nous. Vous aurez tout à l'heure l'occasion d'échanger avec lui. Avant de présenter Michel Thaler, je tiens à remercier Kyle. Kyle a pris en remarque la vidéo qui a lieu en ce moment même. Et pour la petite histoire, et là aussi vous soumettrez la question tout à l'heure, Kyle est le promoteur du trottiporteur, et non seulement ça, mais du permis de conduire pour trottinette. C'est quand même grand. Alors, avant de lever l'ancre, que la bienveillante et dévouée Estelle Lézimac, fleur de goyave, mais plus connue sous le nom de Fleur des Îles, soit hissée au sommet de la coupée pour tutoyer les vents des Caraïbes qui vont nous conduire vers Basse-Terre, vers les Saintes, vers Terre de Haut et ailleurs. Et maintenant, si nous parlions de Michel Thaler. Alors je dois vous signaler que Michel Thaler est un gros timide, il se trouve dissimulé dans l'arrière-boutique, et il viendra lorsque j'aurai terminé ces quelques mots. Il viendra pour dédicacer ses mots. Michel Thaler est un personnage très particulier. Bon. Mais nous allons commencer par le début, c'est-à-dire par des éléments biographiques. On commence souvent par là, lorsque on aborde un poète, un écrivain, un artiste. C'est un personnage assurément énigmatique. Il est connu dans le monde entier et tout en même temps complètement ignoré. Quel paradoxe. Si je vous confiais que durant de très nombreuses années, j'ai tenté de suivre des pistes pour retrouver des éléments sur la vie déhanchée de Michel Thaler, vous ne me croiriez certainement pas. Mais sans avoir complètement raison, vous n'auriez pas tout à fait tort. Ai-je réellement parcouru 48 pays à la recherche de ce personnage? Me suis-je réellement rendu dans 142 bibliothèques et centres de recherche pour retrouver des indices sur Michel Thaler? Peut-être oui, peut-être non, je ne le sais pas moi-même. Mais en novembre 2007, tous mes efforts ont été récompensés. En effet, sous la plume d'André Monnier, professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne, j'ai retrouvé ces lignes dans la préface d'un recueil de poèmes. Et ce fut pour moi une réelle récompense. Je me suis permis de vous lire les lignes que j'ai donc trouvées sous la plume de cet éminent professeur. Il y aurait un fort volume à écrire sur la vie aventureuse, bigarrée et invraisemblable de Michel Thaler, homme aux multiples identités et aux nombreuses fonctions. Même les dictionnaires qui le signalent en qualité de poète et d'écrivain présentent chaque fois un personnage différent. Sous le label Sortilège,
une sous-marque de la société d'édition Les Belles Lettres, 1997. On peut lire que Michel d'Alter est né sur un paquebot au large de Baltimore le 21 janvier 1940. Sa mère, la princesse Tatania Kolochkine Dmitriakova, l'initia tôt à la littérature. Sociologue de la solide, il a publié de nombreuses études, notamment sur la face cachée des choses, et l'auteur ajoute mais les pistes ne sont pas si simples, elles se contredisent même parfois. Vous voyez donc la complexité du personnage qui va surgir tout à l'heure. Ces informations n'expliquent rien pourquoi Michel Thaler, il se cache donc dans l'arrière-boutique et qui viendra après la présentation d'étiquette de ses livres, est un auteur connu dans le monde entier. Et qu'est-ce qui justifie sa présence ici parmi nous? Rassurez-vous, je suis là pour vous apporter une réponse. En 2004, Michel Thaler publie chez un petit éditeur qui n'existe plus aujourd'hui le premier livre au monde, s'il vous plaît, le premier livre au monde sans verbe. Il s'agit d'un roman de plus de 230 pages sans le moindre verbe. L'événement se propage et les conteurs littéraires dans le monde s'affolent. Des périodiques comme le Sunday Telegraph ou le Wall Street en font leur première page. En Chine, en Inde, au Japon, en Allemagne, en Scandinavie, mais principalement aux États-Unis et en Italie, le train de nulle part traversa donc tous les pays. Il roule à vive allure et à contre-voie. Certaines universités américaines ont même mis à leur programme le principe de cette écriture que l'on appelle aux États-Unis écriture sous contrainte. Il me faut préciser que le concept même de cette écriture sous contrainte et sans verbe a fait claquer quelques dentiers dans les chaumières. Mais les tenants de la modernité qui ont un esprit dadaïste ont vu dans cette démarche littéraire une démarche émancipatoire, innovatrice. Dans son chef-d'œuvre La disparition, le très remarquable écrivain Georges Perec avait, lui, supprimé la lettre E. Mais Michel Thaler, au lieu d'ôter le pare-brise ou le rétroviseur, il a ôté le moteur de son audacieuse gabarre. Et il s'est mis à clamer dans les radios, les télévisions et principalement à la presse étrangère des slogans vengeurs et tapageurs à l'égard du verbe, dans le style
Mort au verbe. Le verbe est un dictateur. Le verbe est un oppresseur. Il nous faut impérativement euthanasier le verbe. Il nous faut impérativement mettre le verbe aux arrêts de rigueur. Le verbe a colonisé notre langue depuis la nuit des temps. Vive la décolonisation du verbe. La vraie vie se situe dans le présent absolu. Il faut excommunier à tout prix le verbe. Alors, j'ai tenu à en savoir plus sur la démarche de Michel Thaler. Et voilà très exactement ce qui s'est passé. Un jour que nous déjeunions ensemble chez Pierre et Roselyne Champion, en compagnie de Catherine Bonny, à Nivelles, dans le Loiret, nous avons décidé, sous la conduite de Pierre, d'aller à la rencontre du verbe. Parce que nous avions appris que le verbe errait dans la forêt d'Orléans comme une âme en peine. Pierre, Rosine, Catherine Bonny, Fleur des Îles et moi-même, nous sommes donc enfoncés dans la forêt. Et là, nous nous sommes trouvés en présence du verbe. Il était ébouriffé, fourbu, éreinté, presque comateux. Il portait de lourds bagages sous les yeux. J'avais l'impression de ne pas avoir dormi depuis plusieurs décennies. Et face à mon insistance et à ma curiosité, voilà très exactement les propos qu'il m'a tenus. Il s'agit d'une véritable confession, presque d'un testament philosophique. Le verbe s'adresse à nous, et à moi en particulier, et me parle en ces termes. On m'humilie, on m'attaque de partout, on me limite au verbe être, avoir, faire, pouvoir, et à quelques autres verbes les plus courants. On ne m'utilise plus qu'au présent, à l'imparfait ou au futur. On m'écorche, on m'élague, on me mutile, on m'ignore. Quel désastre culturel! Je ne comprends plus mon époque, et mon époque ne me comprend plus. Alors, en ce début de troisième millénaire, j'ai décidé de prendre ma retraite. Ainsi s'exprime le verbe. Je t'autorise, à toi, mon confesseur, mon exécuteur testamentaire, dans ton prochain livre, à pratiquer sur moi l'euthanasie. Que voulez-vous faire? Le verbe s'adresse à moi en ces termes. Bien mangé. Tu auras des copieurs, des épigones, des envieux, des imitateurs, et même des voleurs de ton idée. C'est inévitable. Mais qu'importe. En guise de piédonnée magistrale, et pour riposter par l'absurde institution absurde, je compte sur ta diligence pour écrire le premier livre au monde sans verbe. Voilà exactement les déclarations en présence de Pierre, de Catherine Bonny et de Fleur des Îles. Les déclarations. Pour
vous comprenez mieux maintenant pourquoi est né Le Train de nulle part. Ce livre, de ceux avec l'équipage sans verbe. Le Train de nulle part, effectivement, a laissé le verbe sur le quai. Il y a quelques années, parce que le premier éditeur avait fermé boutique, il y a quelques années, Le Train de nulle part a été réédité par le plus audacieux des éditeurs français, Henri Maujean. Henri Maujean qui est le directeur des éditions du Net. Henri Maujean, par son dynamisme et sa vision nouvelle de la vie éditoriale, a complètement bouleversé et modifié la cartographie de l'édition française traditionnelle. Il édite des centaines de livres par an sans ne jamais rien demander aux auteurs. Il est le fondateur notamment de la journée du manuscrit, dont les manifestations annuelles, comme celle de l'UNESCO ou de l'Institut du monde arabe, sont devenues célèbres dans le monde entier. Avec les éditions du Net, tout roule ma poule. Les livres d'auteurs souvent complètement inconnus sont mis en ligne et peuvent être commandés en librairie également. Et parfois une pépite GI. C'est le cas par exemple d'un livre que j'ai reçu dernièrement en service de presse. Il s'agit du roman de Michel Billman, Les Veilleurs de Loredan. Il compte parmi les plus grands romans de ce premier segment du XXIe siècle. Il a été écrit par une femme de lettres jusqu'alors complètement inconnue, qui n'avait jamais publié et qui a envoyé son manuscrit comme ça aux éditions. Et donc il s'agit d'une pépite digne d'être gratifiée par un grand prix littéraire comme le Goncourt ou le Féminin. C'est du moins mon point de vue, qui était très subjectif, mais c'est un livre de haute qualité. Alors c'est curieux qu'il y ait aussi un peu entre, c'est paradoxal, Guy de Maupassant et Camus, que vous voyez les télescopages. Bon, vous en entendrez parler prochainement, très certainement. Pour terminer avec Le Train de nulle part, il me faut vous préciser que le 1er juin 2004, à 18h30, a eu lieu à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Guizot, l'enterrement du maire. Cette manifestation hautement dadaïste a été couverte par le groupe Raybillon, spécialisé dans le funéraire. Des couronnes ont été livrées par un convoi de circonstances et ont été déposées à la Sorbonne dans l'amphithéâtre Guizot. Certains étudiants, avec une mine de circonstance, voyant la couronne avec une bande transversale où il était écrit au verbe défunt. Au verbe défunt. Clamé dans les couloirs,
Je suis défunt et mort. C'était drôle, c'était très drôle. Au lieu de poursuivre sur cette thématique, Michel Thaler a complètement changé de cap. Il n'y avait plus, dans le domaine de la linguistique marginale, poursuivre dans ce domaine. Pas du tout d'accord, ils ont changé de cap. Et toujours aux éditions du Net, il a publié un ouvrage intitulé Le pervers alpha. Cette fois, c'est Michel Thaler, membre des écrivains médecins, spécialiste des comportements de la marge, qui fait part dans cet ouvrage d'un nouveau type de pervers narcissique. Là encore, il s'agit d'une première mondiale. C'est l'ami Jean-Pierre Béchu qui en a rédigé la préface. De quoi s'agit-il exactement? Pour la première fois, grâce à ses travaux et à ses recherches, Michel Thaler venait d'isoler d'une chaîne générique englobée sous le terme de pervers narcissique, le pervers alpha. Ce redoutable prédateur, le pervers alpha, avec un objectif: nuire, détruire et tuer psychologiquement les poètes, les écrivains, les artistes peintres en plein devenir. Non pas les massettes, mais ceux qui sont en plein devenir. Le nom de pervers alpha a été déposé officiellement et il s'agit aujourd'hui d'une découverte majeure qui commence à faire école dans différents pays du monde. Sous l'autorité de mon maître en matière médicale, Inaouami et Croix-Tamou, le professeur Jean-Pierre Imbert, Philippe Imbert, il me faut apporter une précision pour mieux comprendre les choses. Dans le domaine médical, un certain nombre de spécialités n'existaient pas en 1920. Et lorsque, par exemple, un patient supposant être malade fumait 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour, le bon docteur lui donnait des conseils, le prévenait sur les dangers du tabac, de la fumée, sur ses bronches, sur ses poumons, et parfois devait lui prescrire, Philippe, des ampoules de foie de veau. Non? C'est ce que l'on prescrivait à l'époque, hein, des ampoules de foie de veau. Donc, en 1920, bien des pathologies spécifiques se trouvaient englobées sur le terme générique de médecine générale. Il n'y avait pas une spécialité qui est venue après coup, après la guerre, et il y aura le temps. Donc, quand un patient fumait des paquets de cigarettes par jour, le bon docteur lui expliquait simplement les dangers de se donner à de tels excès. Aujourd'hui, il y a des addictologues, chose qui n'existait pas en 1920. Avec le pervers alpha, qui a été détaché de la chaîne générique des pervers narcissiques, nous sommes sensiblement dans le même cas de figure.
Michel Thaler, qui avait déjà sauté du train en marche pour poser le verre grossissant sur les pervers, s'évade une deuxième fois et publie tout récemment un livre complètement inattendu et improbable sur les courses de chevaux. Rien à voir, strictement rien à voir avec un ouvrage sur la linguistique, un ouvrage sur le comportement psychologique, sur le fait de devoir isoler le pervers alpha. Strictement rien. La chose est d'autant plus drôle que cet auteur ignore tout, strictement tout, du monde typique. Et le nom des jockeys, et celui des chevaux, et celui des entraîneurs, et celui des champs de course. Par ailleurs, il ne joue pas, ou plutôt il ne parie pas aux courses non plus, bien évidemment. Et dans son livre, il se contente de donner des conseils qui reposent d'une part sur des fréquences d'apparition et d'autre part sur des évidences. Il s'agit en réalité d'un livre moral pétri de sagesse et de bon sens. Pour Michel Thaler, des évidences sur des banalités que l'on perd de vue. Il compare les paris hippiques à un sport de haut niveau qui implique de la rigueur, une extrême maîtrise de soi, de la droiture, bien évidemment, et un sens profond de la responsabilité. Parmi les grands conseils qu'il suggère aux parieurs, il y a les deux suivants. Pariez selon vos moyens. Voilà qui est ça. Le deuxième conseil, ne jamais mettre en péril les besoins de sa famille, sa vie affective, son activité professionnelle, pas plus que ses facultés créatrices. Voilà. Ah oui, vous avez le cas d'un personnage hors norme, complètement décalé, auteur de 3 livres, simplement 3 livres, signé Michel Thaler, complètement différents, et qui tous les 3 crèvent quelque part un petit morceau de plafond. Alors maintenant, Brice, ce que je vais te demander, c'est d'avoir la gentillesse d'aller dans l'arrière-boutique chercher Michel Thaler. Et vous allez pouvoir le soumettre à la question. Michel Thaler, on n'est pas là? Ah bon? Je veux que j'en cherche encore. Oh, non, je te remercie. En place. Dans l'immeuble à côté? Alors écoutez, puisque nous sommes entre amis, je vais vous faire une confidence. En réalité, Michel Thaler, c'est moi. Alors, je tiens à apporter quand même une petite précision. C'est que très longtemps, j'ai été un fantôme de la plume. C'est-à-dire qu'indépendamment des livres que j'ai écrits sur différents pseudonymes, il y a d'abord Michel Dancel,
mon nom est sous ce nom. Sous le nom de Michel Tanner, ce nom-là. J'ai un nom grec, Evangelos Lysimakis, vous savez. J'ai un nom breton, évidemment, Yvon Le Carneveg. Bon, et puis, alors, j'ai différents noms. Indépendamment de ça, j'ai été fantôme de la plume. C'est-à-dire que durant des années, j'ai écrit pour des personnalités politiques, pour de grands patrons de médecine, pour des magistrats, pour de grands bandits, pour différentes personnalités. Et dans l'anonymat, je ne peux pas vous donner de nom, mais j'ai eu des dossiers éminemment sensibles entre les mains et des affaires que vous connaissez, dont une, par exemple, celle-là, je peux vous la donner. J'ai eu tout le dossier de l'affaire Markovic. Certaines personnes doivent toute l'affaire Markovic, ça doit te dire quelque chose. Ouais. Non? Voilà. Écoutez, si vous avez, avant de passer au verre de l'amitié, bien évidemment, sous le nom de Michel Tanner, je vais vous dédicacer les livres que vous prendrez, mais entre-temps, je vous invite à poser des questions. Daniel. Comment vous arrivez à faire l'apologie d'un rat? Attendez, s'il vous plaît, je crois que madame... Daniel, oui. Puisque vous avez tué le verbe, comment faites-vous? Pour? Comment faites-vous? Pourquoi? Si elle peut faire, vous exprimer? Ah, pour m'exprimer? Oh, mais c'est éminemment simple. C'est éminemment simple. Je suis allé voir, par exemple, des religieux à Saint-Benoît-sur-Loire, à la Ville-sur-la-Vie. Et je leur ai demandé quelle était la phrase qu'ils prononçaient le plus souvent. Ils m'ont dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas de verbe. Je suis allé voir des libres penseurs. Je leur ai demandé quelle est la phrase que vous prononcez le plus souvent. Ils m'ont dit liberté, égalité, fraternité. Pas de verbe. Alors je me suis dit, Benoît, on peut très bien construire des livres dans le présent absolu en évacuant le verbe et en situant tout dans le présent absolu. Exemple, nous sommes dans un train, madame. Vous êtes assise en face de moi. Je m'adresse à vous. Bonjour, madame. Vous répondez bonjour, monsieur. Je vous pose des questions. Pourquoi cette valise entrouverte sur vos genoux? Vous pouvez me répondre. Pour la réminiscence de ma petite enfance en Bourgogne. Il n'y a pas de verbe. Et tout le monde comprend. D'accord. Mais vous, le 12 sur 200 est quelque part. Jean Tardieu a beaucoup joué aussi sur les mots, enfin autrement, mais Jean Tardieu a fait des choses Jean Tardieu également. assez folles. Bien évidemment. Queneau également. Queneau, pataphysicien. Bien sûr, oui. Mais si vous avez des questions. Madame avait une question là. Oui. Moi, je vous ai demandé comment vous arrivez à faire l'apologie des rats. Les rats. Ah mais vous savez, nos contemporains immédiats méconnaissent complètement notre frère approximatif, le rat.
lorsque j'ai eu créé l'Académie internationale du rat, avec la devise liberté, égalité, fraternité, une formule pour la postérité. Tout le monde était un peu effrayé. Et le corps médical, à l'exception bien évidemment du professeur Habert, qui est un vieux routier de la médecine, un gros clinicien, un grand patron, même le corps médical ignore complètement l'histoire du rat. On vous dit par exemple que le rat véhicule les grandes endémies, notamment la peste. Le bacille pesteux a été découvert à Hong Kong en 1894 par Alexandre Yersin. C'est-à-dire qu'en 1893, on ignorait totalement l'application de ce muridé fécond dans les pandémies. Et relativement peu de temps après 1894, on a trouvé comme antidote, le premier c'était les sulfamides, Philippe, je crois. Les sulfamides et juste après guerre des antibiotiques, bien évidemment. C'est-à-dire que lorsque l'on dit que le rat, exemple, véhicule les grandes pathologies, il y a un peu de vrai et beaucoup de faux. Car si le rat avait des ailes et était blanc, on en parlerait différemment. On en parlerait différemment, d'une part. Et puis, d'autre part, avez-vous lu, et ça je suis certain que oui, La peste d'Albert Camus? Alors, lorsque le docteur Dieu pénètre dans le corridor, il voit un rat sanguinolent. Il est médecin. Il voit que la peste est aux portes de la ville, car le rat est un annonciateur. Le premier à être contaminé, c'est le rat. Et c'est pas tant le rat qui véhicule le bacille pesteux, c'est surtout sa locataire la plus assidue, la puce. Et il faudrait ouvrir le grand dossier de la puce. Parce que la puce, voyez-vous, elle est boulimique et frileuse. Et lorsqu'un rongeur déserte la planète pour aller au paradis des muridés, la puce qui colonise le corps du rongeur, sans ce corps qui se refroidit, elle ponctionne plus de sang qu'il n'en faudrait. Et le sang est devenu un véritable bouillon de culture. Or, la puce saute sur le premier rongeur qui passe, ou sur le premier rang, car la puce du rat est une puce polyvalente. Et se met aussi bien sur le poil de l'orge que sur le poil du rat. Et c'est en déglutinant que la puce inocule le bacille pesteux. Mais il ne peut pas entrer dans la grande considération médicale, mais enfin, disons que c'est cela. Et puis, savez-vous, lorsque nos contemporains immédiats implantent des décharges publiques à 200 mètres de la lieu d'habitation et qu'il y a des rats qui colonisent ces décharges publiques, est-ce la faute de mon client ou pas? Ils sont pas loin. La fontaine des innocents. Alors, Ah bah ça c'est la mère de Paris, la tête nettoyée de Paris. oui, alors, Il y a plus de rats d'habitants. avec, Le rat est correct. C'est pas nouveau. alors, Ouais, avec Fleur des Îles, ici présent, j'ai eu l'occasion de me rendre à la Villette à 9h30 du matin. Il y a eu le procès des rats et le bâtonnier m'avait permis de plaider en toge, en noir, en qualité d'avocat de l'agence Murine,
et j'avais à partir de 80 dératiseurs et des hygiénistes à côté qui attaquaient mon client. Bon. Évidemment, mon client s'en est sorti à bon compte et tout s'est très bien passé et les dératiseurs se sont ralliés à ma cause et je leur ai demandé pour des raisons sociales de ne pas exterminer l'Europe. Parce que pour eux, évidemment, ça a été dramatique. Vous vous rendez compte, exterminer l'Europe pour des dératiseurs. Alors, avez-vous d'autres questions? Oui. Quel est le verbe chez un peintre? Est-il possible de supprimer le verbe chez un peintre? Ce n'est pas le verbe peindre. Supprimer le verbe chez un peintre. Pas bien compris. Non, je veux dire, vous parlez de l'écriture. Vous dites en écriture, on supprime le verbe, on euthanasie. Est-ce que vous pensez que chez le peintre, il y a un verbe et qu'il est possible de l'euthanasier? Est-ce que le verbe c'est le pinceau? Est-ce que le verbe c'est le support? Est-ce que le peintre même a un verbe? Vous savez, Non, mais parce que je vois que vous êtes très intelligent, donc je me dis que... oui, je ne sais pas. Parfois, j'en doute. N'en doutez pas, s'il vous plaît. Je peux vous dire simplement une chose, c'est que on peut dire en médecine que tout est genou. Tout est genou. Mais le genou est plus genou que le reste. Oui. C'est la de vous, ça. C'est la réponse. C'est la réponse. Voilà. Oui. Enfin, tant qu'on ne supprime pas le peintre, Oui. c'est le moteur. Avez-vous une autre question? Pardon? Oui. Oui, ben oui, je sais bien pour ça. Pas de question. Oui, ben non, il est très intelligent. Catherine? Non. Je cherche, mais je... Le verbe, pour moi, c'est la volonté. Donc, c'est bien de l'éliminer. Voilà. Je trouve ça une belle idée que d'éliminer la volonté. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Si je peux me permettre cette question. Oui, pardon. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous est venue l'idée de l'écriture du Père Vers Alpha. C'est un livre que je vous recommande particulièrement, je ne connais pas les autres, mais parmi ces trois, s'il en est un qui me semble de grande importance pour la compréhension de la psychologie humaine, le Père Vers Alpha mérite un vrai détour et une analyse approfondie des comportements, surtout dans certains cercles qu'il faut vous dépeigner. Et ce pervers alpha, moi je l'ai identifié, mais enfin chacun peut trouver à sa porte peut-être un pervers alpha, c'est très intéressant, sous forme peut-être d'une enquête policière. C'est un livre qui m'a passionné sur la plage. En réalité, je suis toujours beaucoup intéressé au pseudo-mécène qui repérait des poètes, des écrivains ou des artistes peintres notamment, et qui, de leur corset relationnel, faisait étalage des aides que pourrait ou que se proposait
de porter à ces artistes. Mais je parle d'artistes en plein devenir. Et ces personnes marchent souvent à cloche-pied et ces personnes je ne sais pas comment expliquer la chose, ont un don pour convaincre leur corset relationnel qu'elles imposent à des poètes ou à des écrivains des dons par une sorte de règlement de compte vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de ce qu'elles ne sont pas. Et ensuite, en cours de mécénat, elles font étalage de leur désir pour guider la personne qui reçoit l'aide et elles voudraient les conduire à créer autre chose que ce qu'ils font. Exemple pratique. Il y avait un peintre abstrait, disons non figuratif, qui est opéré par une personne frustrée de ne pas développer de carrière dans la vie artistique, mais qui a les moyens, qui est très social, très estimé. Et cette personne commence à aider le peintre. Commence à aider le peintre. Et ensuite, elle dit au peintre, vous devriez, au lieu de faire de la peinture non figurative, peindre des fleurs, des bouquets de fleurs. Parce que les fleurs, ça se vend. Et votre peinture abstraite ne se vendra jamais. Et là, tout le corset environnemental appuie évidemment cette personne, ce mécène, dans des hommes et il a parfaitement raison. Et si l'artiste regimbe en disant non, moi ce que je veux, c'est continuer à peindre comme je le ressens, parce que c'est tripal, c'est viscéral, c'est mon art, etc. Alors à ce moment-là, les choses changent. Et tout le corset environnemental prend le peintre, prend un mauvais garnement, et le mécène coupe les vivres. Voyez-vous, ce sont des pervers qui, par une sorte pas de vengeance, de sentiment très pervers, c'est de détourner d'une voie initiale un artiste de sa voie primordiale. Vous voyez ? À son avantage. À son avantage, oui. Mais même pas par intérêt. Même pas par intérêt. Pas toujours par intérêt. Voilà. Oui, intérêt psychologique. Oui. Alors, une autre question, Michel. Oui. Alors, une autre question, pourquoi, pour quelqu'un comme toi qui ne s'intéresse pas à l'équitation particulièrement, au sport épique en particulier, au jeu principalement, pourquoi ce livre sur les courses de chevaux, justement, sur le jeu? Je veux dire que je joue aux échecs, et aux échecs, il y a des chevaux.
Bon. Il y a des petits chevaux, ouais. Ben, c'est une réponse parce que j'ai joué dans plusieurs pays du monde, j'ai fait des tournois d'échecs. Le cavalier, c'est quand même une pièce majeure. C'est important. Et j'ai beaucoup joué le cavalier. Et dans les tournois, j'ai très souvent mes cavaliers plus que des fous. Quelqu'un qui a dérivé sur ce livre, c'était là. Oh, ben parce que c'était parce que finalement, le jeu, c'est la riposte des acculés. Alors, comme le jeu est la riposte des acculés, je me suis penché de très près sur les personnes qui jouaient aux courses. Et j'ai été témoin de drames terribles, de suicides, de faillites, de divorces, parce que les personnes qui jouent, bien souvent, n'ont pas de rigueur. Et dans mon livre, je donne des clés. Des clés, c'est la rigueur, je compare le sport épique, les paris aux courses, comme un sport de haut niveau, un sport de combat de haut niveau, avec une grande rigueur. Voilà, c'est donc un livre moral, et comme les turfistes n'ont pas l'habitude de ce genre de langage, n'est-ce pas, nombre de turfistes se sont précipités sur ce livre, qui était la FNAC, pour trouver des clés. Et en fait, ce sont des clés de sagesse. Ce sont des clés Alors, autre question? C'est un vrai mensonge. Oui, mais c'est ça qui arrive. Oui, mesdames. Je n'ai pas lu le pervers alpha. Est-ce que ce serait votre anti-autoportation? La question est perverse, je trouve. Avec la réponse qui sont... Je ne mis jamais en cause de mes propos. Je ne mis jamais en cause, je l'ai mis entre parenthèses. Vous savez, parfois, mieux vaut faire l'amour en tenant ses distances. Donnant ses distances. Donc, il n'y a pas de chevauchement possible. Avec un grand détachement. C'est la sagesse. En tenant à distance les sujets, les thèmes, Alors, vous avez encore des questions avant que Michel me dédicace ses ouvrages? Ah bah oui. Une question. oui. Est-ce qu'il y a un pervers alpha mécène, c'est Michel Dancel, poète de l'époque, à écrire des romans politiques qui se sont retrouvés dans les grandes guerres parisiennes? Alors, effectivement, j'ai publié plusieurs romans d'action, mais
reçu le prix du Quai des Orfèvres, ça a été dit. Mais finalement, dans mes livres d'action, je ne tue que les personnes qui n'aiment pas la poésie. Les personnes qui sont réfractaires à la chose Cela, il poétique. n'hésite pas aussi. On est rassurés. Est-ce que ça Vous est êtes plus rassurés. facile de tuer ces personnes que de tuer le verbe? Tu as tout de moi. C'est la même chose. Et c'est jubilatoire d'écrire de temps en temps un roman d'action sur réserve, en sorte de bien choisir ses personnages et de ne pas tuer n'importe qui pour n'importe quoi. Ça, il a eu son prix. Encore. On n'a toujours pas retrouvé Michel tout à l'heure. Non, rien à voir. Il l'a tué. Qui a tué Michel Tarlet? Qui a tué Michel Tarlet? Prendre sa place. Sans permettre. Non, il y avait beaucoup de- Philippe, le professeur Albert, je laisse la parole au professeur Albert. As-tu, Philippe, des questions posées, des suggestions à faire? Non, dire que je connais Michel depuis quelques temps, il a énormément de talent parce qu'il écrit sous des pseudonymes divers et variés, donc vous pouvez tomber sur des livres de lui sans le savoir. Il est vraiment éclectique, il écrit dans tous les domaines, toujours avec beaucoup de talent. J'ai connu le sergent Bertrand, je crois, je l'ai suivi, j'ai lu un des livres sur le Rage, toujours passionnant. Ici, je vais certainement découvrir le Pervers Alpha. Et j'ai connu Michel aussi s'intéresser à la médecine, s'intéresser à la peau, s'intéresser à beaucoup de choses. Et je pense qu'on a la chance de connaître un grand écrivain, un grand auteur. Et on a parlé de 50 livres, mais je crois qu'il en a fait plusieurs centaines aujourd'hui sous des noms bien différents. Peut-être M. Thaler n'a-t-il que 50 livres, mais M. Dancel en a écrit beaucoup plus. Dans ce cas-là, la question se pose pourquoi? C'est Fernando Pessoa. Pourquoi? Pourquoi ce besoin de plusieurs identités à travers ces différents noms d'écrivains? Eh bien, alors voilà, je pose simplement. D'abord, l'écriture, pour moi, est un émontoire. L'écriture est un exutoire. Et d'autre part, lorsque l'on s'enferme dans une thématique, on est étiqueté sans pitié par le lectorat. J'ai eu écrit, par exemple, des livres sur les cimetières, sous le nom de Dancel. Et il m'est arrivé, à l'époque, en pénétrant dans une librairie, tu vois, il disait, tiens, voilà le Père Lachaise. Or, me réduire au Père Lachaise, c'est déjà remarqué. C'est déjà pas mal. Déjà, me réduire au Vatican. C'est me réduire au Père Lachaise, c'est me réduire au Vatican. Parce que le Père Lachaise et le Vatican couvrent tous les deux 44 hectares. Voyez-vous la parenté entre le cimetière du Père Lachaise et le Vatican? Donc, être limité à cette dimension n'est pas suffisant. Donc, le fait de prendre diverses identités me permet de changer de thématique. Ai-je répondu à votre question? Non? Pardon? Ai-je répondu à votre Tout à question? fait, tout à fait. Vous avez d'autres questions? Je vous fais dormir. Je te fais dormir. Si, j'en ai conscience.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le rat est le premier signe de l'astrologie chinoise. Oui, oui, alors sais-tu pourquoi? Oui. Parce que c'est Bouddha qui a invité tous les animaux à venir le voir. Bravo, oui. Et normalement, c'est le buffle qui devait arriver le premier. Bravo. Et le rat monte sur le dos du buffle un petit peu avant, de façon à ce que le buffle arrive, et arrivé, le rat descend et file pour arriver. Effectivement, tu as tout à fait raison. Et au moment où le buffle arrivait en tête avec le rat qui était sur le dos du buffle, il y avait le chat qui avait dépassé le buffle, et c'est la raison pour laquelle le chat en veut d'une façon sempiternelle au rat, et c'est la raison pour laquelle j'ai le sauce du rachat. Sur le chat, vous n'avez pas écrit. Non, je donne les chats. J'en ai eu plusieurs, mais dans les chats, je faisais leur griffe sur les reliures de mes livres. Par amour. Par amour. C'était une écriture, la griffe. Là, avez-vous encore Laurent? Non? Pas de question. Aliette? Non? C'était bien. Alors vous avez les livres de Bob. Alors, vous pouvez bénéficier des livres de Michel Thaler ce soir, mais ne perdez pas l'occasion de découvrir ceux de Michel Tancel, qui ont un très très grand intérêt, comme les secrets de Paris, enfin les mystères de Paris, enfin les secrets de Paris. Les cimetières, le Père Lachaise, entre autres, et d'autres cimetières, c'est très très passionnant. Toi, Roselyne, qui fais les visites de Paris, Oui, je suis en train de coincer. je peux t'assurer que tu aurais de quoi te nourrir dans ces bouquins. Oui, je vais le nourrir, c'est sous son nom. On n'est pas dans la nécrophilie nécessairement. C'est très très passionnant. Et je te dis, toi qui fais des visites parisiennes, je t'assure que ça te très bien. Ça va me nourrir. Oui, ça peut te nourrir. Bon, et ça, je reçois. Ah oui. Alors on vous laisse avec l'auteur. It's nice. It's nice. Il n'était pas du tout sur les Oh, well. Voilà. Ah bon, je me mets là. Avec
peu de place pour Oui, le genre de phrase. Ah ben non, mais peut-être que... voilà. C'est bien d'être les seuls. pour l'instant les trois. Non, il a beaucoup maigri, je crois. C'est les seuls. Hein, Michel, il y a 1 an, avec 25 kilos de plus, tu auras encore pu faire un prix de gros, mais maintenant. Michel, c'est la sèche alors. Oui. Ça c'était bien passé la fois dernière. On m'a dit que c'était ça. Où est l'arabe? Je te laisse à tes... Oui, il n'y a pas de mais la personne...